Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. L'INSEE révèle les résultats d'une nouvelle étude sur l'illettrisme en Guadeloupe. 16% des 18-64 ans ont du mal à lire, écrire et comprendre. Et en plus de ces trois fondamentaux, 19% des personnes éprouvent des difficultés en calcul. 7 adultes sur 10 ayant des difficultés pour écrire et compter ne sont pas en emploi. Et 38% des personnes qui peinent à l'écrit ne réalisent pas leur démarche eux-mêmes. On fait le point. Un chiffre qu'on retient, 9% des 18-64 ans aujourd'hui en difficulté avec la maîtrise de l'écrit en Guadeloupe, ça dit qu'il y a encore un travail à faire et qu'on va quand même dans le bon sens. Que depuis plusieurs années, on le voit, de nombreuses institutions se sont pleinement engagées dans la lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, donc il y a encore du travail. L'enquête est quand même menée en français. D'accord ? Donc les personnes qui ont des difficultés pour lire le français ont naturellement un peu plus de mal que les autres à suivre l'enquête. Donc c'est de moins en moins souvent le cas, mais il y a des personnes où la langue maternelle pratiquée n'était que le créole. Vraiment pour moi, la question des jeunes, des demandeurs d'emploi et des personnes vivant notamment dans les quartiers dits prioritaires, il va falloir qu'on ait dans notre scope, et je pense que ça va aussi beaucoup colorer nos futures politiques institutionnelles. Et après, il y a la question du numérique. 35% des personnes qui ont des problèmes à l'écrit n'ont pas utilisé Internet dans les 3 derniers mois de l'enquête pour effectuer une démarche administrative contre 5% de ceux qui n'ont pas de difficultés à l'écrit. Sur un territoire où il y a en effet beaucoup de gens qui perçoivent les minima sociaux, 38 000 bénéficiaires du RSA au 1er janvier 2024, 55 000 demandeurs d'emploi en début d'année, ça dit l'importance que les personnes maîtrisent le numérique pour continuer de bénéficier de leurs droits, être des citoyens pleinement investis et pour cela également trouvent des opportunités d'insertion sociale et professionnelle. Nous, à l'INSEE, on produit des données, mais après, derrière, on espère bien que ces données-là vont permettre aux acteurs économiques et aux acteurs politiques de s'en emparer pour leur politique publique. Et on part pour la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire au collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre. Au programme des pièces de théâtre avec Benzo et Mano, une boîte à idées pour s'exprimer de manière anonyme et des débats. Regardez. C'est vrai qu'au quotidien, nous sommes sur le terrain. Je ne suis pas seule. J'ai une équipe de vie scolaire qui également m'assiste dans mes tâches. Il y a aussi un nombre de personnels ressources dans l'établissement qui sont sensibilisés à cette cause et aussi des ambassadeurs non harcèlement. Donc cela permet en fait de repérer, en tout cas d'essayer de repérer le moindre signe d'isolement, puisque c'est une des caractéristiques du harcèlement d'un élève pour pouvoir réagir le plus rapidement possible. Après, c'est vrai que des journées comme celle-ci permettent vraiment de mettre le focus sur cette thématique avec différents ateliers, avec des troupes de théâtre, avec un questionnaire en ligne, avec, vous avez vu, un stand animé par les élèves avec une boîte à idées, donc qui permet vraiment aux élèves de s'exprimer et de justement dire peut-être ceux qui n'ont pas le temps de dire ou bien peut-être ceux qui craignent de dire aussi. Donc cette boîte à idées sera en vie scolaire, en continu, et ça permettra aux élèves en fait de s'exprimer de façon anonyme. Rapport au travail, c'est vous et moi. Est-ce que vous mais je ne peux pas. Est-ce que je ne peux pas répéter. Je ne peux pas. C'est pas je ne peux pas. C'est demain ou rien. Tous les jours tu passes, tu peux trouver la place ou pas. Et tous les jours qu'après, par l'aspirer. Très belle pièce de théâtre qui illustre vraiment très bien ce que peut être le harcèlement dans différents contextes.
Et ça s'inscrit dans cette journée du 7 novembre, qui est la journée nationale contre le harcèlement, avec beaucoup d'actions dans beaucoup d'établissements, et je m'en réjouis vraiment. Ce que j'ai retenu, c'est que du coup, faut pas harceler les autres. Ça peut avoir des percussions très néfastes, surtout psychologiquement que physiquement. Que le harcèlement, c'est pas seulement physique, mais moral, et que faut pas harceler, quoi. C'est important d'en parler quand on est victime, d'en parler quand on est témoin, mais d'en parler aussi quand on est harceleur, parce que le harceleur, souvent, c'est aussi un mal-être de son côté, et il est important qu'il puisse l'exprimer pour faire sortir finalement cette forme de méchanceté qui peut s'exprimer à travers le harcèlement. Harcèlement qui peut être classique dans une relation entre deux personnes, mais qui peut être aussi le cyberharcèlement, avec parfois une impression d'anonymat qui peut laisser penser qu'il n'y a pas de sanction alors que ça constitue un délit. Certaines écoles l'année passée, on a eu des cas où des enfants qui avaient peur de parler, après le spectacle, on demandait aux professeurs de parler. Ils n'ont pas attendu ni le lendemain, ni 10 heures après. Juste après le spectacle, ils ont demandé à leurs professeurs qu'ils ont envie d'un entretien, qu'ils ont envie de parler. Et c'est là où je dis que c'est porteur de messages et qu'il y a des solutions. Un reportage d'Olivier Félix. Et dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire, le département se penche sur l'inclusion des jeunes porteurs de handicap et notamment des sourds-muets. Alors pour faciliter l'échange, la collectivité entend intégrer la langue des signes dans le cursus des collégiens. Regardez. Nous souhaitons que tous les collégiens de Guadeloupe puissent avoir cette initiative que nous avons prise de faire en sorte qu'ils puissent pratiquer cette langue française des signes. Et donc, en cette journée justement nationale consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire, je crois que nous sommes dans le vrai aujourd'hui de rappeler à ces élèves comment cette différence est importante, qu'il faut aussi la toucher du doigt, comment aussi faire preuve de tolérance, de bienveillance auprès de ceux dont parfois les maladies sont invisibles. Et donc, c'est une façon aussi de leur dire que le camarade à côté qui souffre d'un problème dont ils ignorent peut être aussi celui qui a une volonté de communiquer. Donc, à travers cette langue qu'on propose dans le cursus scolaire de nos élèves, puisque au-delà du français, du créole, de l'anglais, on leur propose aussi, avec l'association Le CERAC, de pouvoir s'initier à la langue française des signes. Et donc, c'est cette volonté que le président du conseil départemental a, c'est de faire que tous nos élèves du collège en Guadeloupe puissent bénéficier de cet allant. Ça a été une initiation, parce que c'est vrai qu'on a eu un temps court. Ils ont vraiment joué le jeu, hein, les délégués, le conseil de vie collégienne et les élèves qui étaient là ont vraiment joué le jeu, les adultes aussi, donc c'est ça qui est sympa et c'était bien. On a vraiment passé un bon moment, ils ont apprécié. La salle était complètement silencieuse et attentive, c'était un vrai plaisir. Ça fait maintenant un peu plus de 1500 élèves qui sont concernés de 6e et donc c'est toute l'ambition de l'Éducation nationale, du rectorat, de la région académique, de n'oublier aucun élève au bord de la route. C'est d'ailleurs le terme favori de la circulaire de rentrée, de la préparation de la rentrée 2024. Effectivement, nous avons commencé avec la communauté d'agglomération de Cap Excellence. C'est près de 750 collégiens qui ont été touchés. Nous avons poursuivi avec la communauté des communes de Marie-Galante avec près de 200 élèves qui ont été touchés. Aujourd'hui, dans cette région du Sud, eh bien, nous sommes à peu près à 750 élèves qui ont été touchés avec toutes les communes comme Baïf, Vieux-Abutan, Basse-Terre, etc. Donc voilà, la volonté prochaine, c'est d'aller aussi vers les autres communautés d'agglomération et ainsi nous aurons bouclé la boucle avec tous nos collégiens. Et plus globalement, l'association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés poursuit l'accompagnement de ces publics. La GIPSA qui célèbre cette année ses 40 ans de lutte en faveur de la bientraitance de ces personnes. Regardez. Notre bataille, c'est d'abord de restaurer la citoyenneté ou renforcer la citoyenneté des personnes qui sont restées un peu au bord du chemin. Nous sommes là pour les aider à retrouver leur place pleine et entière dans notre société, qui doit faire preuve donc d'humanité, de compassion, mais aussi de respect. Et donc la bientraitance est au cœur également de notre démarche. Nous devons veiller en permanence à ce que la bientraitance,
que le lieu de la bientraitance soit la GIPSA, que ce soit dans ses établissements ou dans ses relations internes avec nos collaborateurs. La GIPSA fête ses 40 ans de présence aux côtés des personnes les plus vulnérables du département, dans une mission à vocation de permettre l'épanouissement des personnes en situation de handicap, et notamment par l'aide au travail, l'hébergement. Et donc, on se devait de marquer le coup, et il y a une série de manifestations, notamment cette manifestation d'aujourd'hui, qui réunit les professionnels, et on s'interroge sur, je dirais, la problématique que nous connaissons actuellement sur la transformation de l'offre médico-sociale, et puis aussi faire le lien avec les acteurs du privé, les acteurs du public, pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap dans notre société. Nos attentes, c'est déjà qu'il y ait de nombreuses des personnes qui sont concernées par la situation de près ou de loin, mais qui ont aussi envie de réfléchir avec nous au devenir du secteur médico-social, en particulier celui de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, parce qu'il y a des enjeux, notre société se transforme, l'environnement légal et réglementaire se transforme, parce que la ressource financière se fait rare, il faut la rationaliser, il faut en faire le meilleur usage, mais il faut aussi que nous puissions nous professionnaliser et être plus à même de détecter les besoins, d'y répondre de manière efficace et de manière humaine. Voilà ce que j'ai envie de dire. Actuellement, on est en pleine mutation, on s'interroge. Bien évidemment, on se pose la question, et ce sera aussi la thématique du jour, est-ce que l'offre médico-sociale telle qu'elle est présente dans le département correspond aux attentes des personnes? On voit aussi les difficultés que peuvent rencontrer les pères aidants, les parents, à trouver des solutions d'accompagnement. C'est tout cet ensemble-là. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi se projeter. Le public change. Notre offre d'accompagnement doit aussi s'adapter. Donc, c'est un peu ça, anticiper et pour être, je dirais, au plus près des besoins et des attentes des personnes. La ville de Sainte-Rose, elle, adhère au programme Territoire zéro chômeur longue durée. La municipalité a reçu les habilitations nécessaires pour cette expérimentation nationale lancée en 2017. Objectif, créer 480 emplois au sein de EBE, des entreprises à but d'emploi, ou autrement dit, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, telles que les SCOP ou encore les coopératives. Regardez. C'est une expérimentation qui sera profitable pour notre commune et même pour l'ensemble de la Guadeloupe, puisque toute la Guadeloupe est censée pouvoir bénéficier de cela. Aujourd'hui, nous réunissons le comité local de l'emploi. C'est précisément pour fixer un certain nombre d'objectifs, puisque nous sommes arrivés, on va dire, au moment où nous allons débuter l'expérimentation. Donc nous avons reçu les habilitations de France, et donc aujourd'hui, il est temps de démarrer. Donc nous réunissons l'ensemble des acteurs, d'abord pour verrouiller un certain nombre d'éléments financiers qui sont importants, et puis lancer l'opération réellement. Cette expérimentation répond aujourd'hui aux défis du territoire, donc aujourd'hui plus que jamais. Aujourd'hui, on offre des opportunités sur le territoire de Sainte-Rose qui est très demandeur de ce type de dispositif et qui va donner une dynamique positive au développement de la commune de Sainte-Rose. Le but de l'expérimentation, c'est de lutter contre le chômage longue durée. C'est une expérimentation nationale pilotée par l'Association nationale TZCLD et le Fonds d'expérimentation pour l'emploi. Et le but, c'est de mettre en place donc, des solutions, trouver des solutions pour lutter contre le chômage longue durée par la mise en place notamment d'entreprises à but d'emploi. Nous sommes sur un projet qui peut aller jusqu'à 400 emplois. Donc ça veut dire que sur un territoire comme celui de Sainte-Rose et du Nord-Basse-Terre, mettre en pratique dans des secteurs non concurrentiels des activités et permettre des jeunes d'être en CDI, ça c'est un élément extrêmement important. C'est des gens qui vont être recrutés en CDI. Je crois que c'est une opportunité qui n'a pas existé encore jusqu'à aujourd'hui. Là, très concrètement, donc, on travaille depuis 2022, donc on a reçu plus de 240 demandeurs d'emploi et la ville de Sainte-Rose a été habilitée pour 480 emplois dans le cadre de cette expérimentation en CDI. Donc c'est des emplois qui vont être créés au sein de l'entreprise à but d'emploi en CDI pour développer des activités utiles au territoire avec les demandeurs d'emploi du territoire. Donc dès 2025, c'est 50 emplois qui vont être créés et en 2 ans, ça sera plus de 100 emplois en CDI. Et maintenant, on parle activité économique et de l'Office du tourisme de Cap Excellence qui lance la saison de croisière 2024-2025. Regardez. Il faut absolument que tous les acteurs se parlent,
que tous les acteurs échangent, que tous les acteurs fassent un bloc commun pour réussir cette croisière. Donc bien sûr, il y a cette année-ci davantage d'escales, il y a de plus en plus de propositions, de circuits, il y a de plus en plus de visites et surtout créer cette authenticité que nous avons sur le territoire de Cap Excellence. Cap Excellence, c'est le territoire sur lequel il y a des festivals, il y a un tourisme culturel, sportif et c'est ce que nous voulons que les croisiéristes découvrent. Depuis 2023, nous avons tenu des ateliers avec l'ensemble des acteurs pour leur partager, déjà porter cette réflexion, avoir les avis, parce que c'est important, on dit bien, le tourisme c'est l'affaire de tous. Et donc c'est ensemble que nous allons réussir cette saison touristique. La région Guadeloupe continuera son travail d'accompagnement auprès des acteurs, auprès des offices, et avec le CTIG qui est aussi, je dirais, le bras armé de la région pour la partie promotion, eh bien, accentuer cette promotion et aller capter des touristes qui viennent du Canada, puisque nous savons aussi qu'il y a un marché à prendre là, et également au niveau des États-Unis. En tout cas, la région Guadeloupe continue son action et on est sûr qu'on aura une très belle saison touristique et une belle saison de la croisière. La vision touristique de la ville de Pointe-à-Pitre concernant la saison des croisières 2024-2025, nous sommes assez optimistes malgré le contexte que l'on connaît et qui est un petit peu compliqué avec des annulations effectivement déjà par 2 armateurs. Pour autant, on a mis une programmation, on a travaillé de manière collégiale, de manière concertée avec les différents acteurs du tourisme sur une programmation assez exceptionnelle, autant en termes de sécurité que d'animation du territoire. Donc au niveau sécuritaire, nous avons travaillé à l'initiative de monsieur le sous-préfet en charge justement de la sécurité, monsieur Mognotte. Nous avons travaillé avec les différents acteurs. Nous avons travaillé effectivement à un volet sécuritaire pour permettre aux touristes de manière générale, mais plus encore aux croisiéristes, de déambuler de manière sécurisée sur notre territoire pointois. Et avec les festivités de Noël qui approchent, nous allons parler des féeries de Noël à Baie-Mahault. Et à cet effet, je reçois Jocelyne Eustache, qui est élue à l'insertion par l'activité économique, par la formation professionnelle et l'apprentissage à la mairie de Baie-Mahault. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi consistent effectivement ces féeries de Noël ? Alors, ces féeries de Noël, c'est tout simplement un concours que nous lançons sur le territoire de Baie-Mahault, qui est adressé aux habitants de Baie-Mahault. Et donc, qui consiste à la plus belle maison décorée, avec le plus joli jardin, la plus belle devanture donc pour la partie commerce, pour les commerçants également du territoire. Donc c'est pour les particuliers et les commerçants. Et les commerçants, alors particuliers, maison, jardin, donc maison individuelle et jardin. Et les commerçants, devanture, vitrine. Et également, nous avons pensé aux personnes qui sont aussi en maison, donc en appartement, le plus joli balcon. Donc voilà. Et donc, 3 catégories pour ce concours. 3 catégories pour ce concours et les gagnants de chaque catégorie ont donc le prix est de 1 000 €. Ah, quand même. Voilà. Ah, quand même. Et il y aura bien évidemment le coup de cœur du jury. Et c'est un coup de cœur qui sera le jury va choisir aussi avec... Donc il y aura 3 gagnants, un gagnant par catégorie, plus un coup de cœur. Très bien, donc 4 gagnants au total. 4 gagnants, voilà. Et le coup de cœur, ce sera un prix de 500 €. Alors, on sait que en Guadeloupe, il y en a qui adorent effectivement décorer leur maison. Oui. Dans certains quartiers, on a même l'impression qu'il y a des petits concours parfois. Ah oui. Puisque tout est très... C'est justement parce que nous avons pu constater qu'il y a certains quartiers de Baie-Mahault, nous avons vu des maisons. Ah, on peut le citer, comme ça ils sauront. Le Calvaire, par exemple. Il y a une maison qui est formidable sur Calvaire. Alors, chaque fois, moi-même, je passe, je vais faire des photos. D'accord. Est-ce que ils seront qualifiés d'office alors ? Non. C'est un concours, je ne veux pas dire qu'ils seront qualifiés, peut-être qu'il y aura de plus jolies décorations. Donc nous allons voir. C'est un concours, je pense qu'ils vont mettre vraiment le paquet, toutes les personnes qui vont s'inscrire. Donc
justement, en parlant d'inscription, il faut s'inscrire à partir de maintenant jusqu'au 8 décembre. Donc, ils sont invités à s'inscrire sur le site de la ville, www.bmao.fr. Donc, et si aussi, ils peuvent aller au niveau du service d'accueil de la mairie, s'ils ont du mal sur le site. Les maisons de quartier de la ville aussi sont mobilisées pour ce concours, et auquel Madame le maire tient beaucoup, parce que sa ville sera belle, décorée, c'est la joie, c'est la période festive, c'est une belle période, l'année où tout le monde est content, c'est un moment les moments de partage, voilà. Et en ces temps sombres, ça fait toujours plaisir. Tout à fait, donc nous avons pensé à ça. Et donc les résultats, évidemment, avant ça... Donc dépôt de candidature jusqu'au 8 décembre. Alors, dépôt de candidature, d'inscription jusqu'au 8 décembre. Ensuite... Quand est-ce que le jury passe? Le jury du 9 au 21 décembre. 9 au 21 décembre? Voilà, le jury va passer. Et... Sans prévenir? Sans prévenir, le jury passera, et donc il sera composé de différentes personnes, même parce qu'il nous faudra quelqu'un quand même qui est décorateur, qui connaît, voilà, on aura une composition du jury. Et il y aura le résultat, nous avons décidé de proclamer le résultat avec évidemment la photo, les photos des maisons, des balcons et des devantures, donc le 23 décembre lors du chanté Noël de Cassica. Ah. Voilà, donc ce sera aussi dans une grande période festive. Pendant le jour de tradition. Il y a jour de tradition. Et un peu après. Qui est, bien sûr, je le dis déjà, le 15 décembre. Et le grand chanté Noël, comme chaque année, c'est le 23 décembre. Voilà, donc ce sera le jour que nous allons proclamer les résultats de ce concours Féerie de Noël à Bémao. Et nous invitons tous les Bémaotiens qui aiment Noël, qui aiment décorer, à s'inscrire et donc à participer. Et évidemment, le prix, 1 000 €. Donc, on rappelle, 1 000 € par catégorie. Vous avez voulu que tout le monde puisse participer. Donc, il y a les maisons individuelles avec jardin, on a les balcons et on a les entreprises qui peuvent toutes gagner effectivement donc ces 1 000 €. Et on a aussi un petit prix de 500 € pour le coup de cœur du jury. Voilà. Et je précise que nous avons des entreprises qui partenaires. Donc, nous avons des enseignes qui vendent des décorations de Noël qui nous accompagnent. Décoration solaire? Alors, nous insistons sur les décorations, donc basse consommation, solaire si possible, de préférence. Et mais il y a donc le règlement du concours est également sur le site avec tous les détails pour participer au concours. Et ces partenaires feront aussi un geste pour les personnes qui vont aller acheter dans les enseignes, donc qui nous accompagnent, donc ça ira d'entre de 5 à 20% de réduction au passage à la caisse. Merci beaucoup en tout cas, Jocelyne Eustache, d'être venue sur ce plateau ce soir nous parler des féeries de Noël à Bémao. Ce sera donc un concours de décoration. 3 catégories sont en lice, à savoir les maisons individuelles avec jardin, les appartements, donc le plus beau balcon décoré et la plus belle devanture d'entreprise. Les inscriptions se terminent le 8 décembre prochain, donc n'hésitez pas à participer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.